Confusion et même plus globalement, je trouve, et effectivement, je rejoins vos analyses qui consistent à dire qu'il y a bien deux France qui sont irréconciliables, mais il y a quelque chose qu'il faut ajouter, c'est qu'il y a une France majoritaire et il y a une France qui est ultra minoritaire. C'est-à-dire que la France majoritaire, c'est ce qu'on appelle la majorité silencieuse. Oui. C'est effectivement celle qui se bat contre l'idée qu'aujourd'hui, l'état de droit crée des zones de non-droit dans notre pays parce que justement, il est trop laxiste sur un certain nombre de sujets, sur la question migratoire, ça a été rappelé, sur la question judiciaire également, parce que les peines prononcées ne sont pas toutes exécutées. Et donc, quand on a un État qui est aujourd'hui défaillant sur ces sujets-là, effectivement, la majorité silencieuse qui paye des impôts, qui contribue davantage au service public, se révolte, entre guillemets, une révolte froide, une colère froide contre l'État. Et à côté de cela, il y a toujours les mêmes, une minorité agissante qui est véritablement en situation de tyrannie de la minorité. On le voit à l'école, on le voit dans les universités également, on le voit aussi d'un point de vue des politiques publiques, sur l'ensemble des politiques publiques. Ils prennent en otage un certain nombre de sujets pour justement dire ce qui est bon de dire et ce qui n'est pas bon de dire. Et donc effectivement, vous vous retrouvez avec des gens qui, pardonnez-moi, sont relativement tous stupides, qui vont vous expliquer qu'il y a les bonnes victimes, les mauvaises victimes. Et par exemple, vous arrivez à des discours qui sont complètement incohérents, notamment le week-end dernier, avec des féministes qui expliquent à d'autres féministes dites de droite, donc le groupe notamment Némésis, qui explique que effectivement, c'est être raciste de considérer qu'un violeur étranger ne peut pas être expulsé. Oui, voilà. Donc vous arrivez à des choses qui sont complètement absurdes. Et donc c'est pour cela que je pense qu'il y a une France majoritaire, silencieuse, qui commence à se révolter, et une France minoritaire, ultra minoritaire, que l'on voit partout, et qui est complètement dans l'absurdité, monsieur. Et qu'on a vu encore hier. Qui est maintenu. Il y a une confusion et même plus globalement, je trouve, et effectivement, je rejoins vos analyses qui consistent à dire qu'il y a bien deux France qui sont irréconciliables, mais il y a quelque chose qu'il faut ajouter, c'est qu'il y a une France majoritaire et il y a une France qui est ultra minoritaire. C'est-à-dire que la France majoritaire, c'est ce qu'on appelle la majorité silencieuse. Oui. C'est effectivement celle qui se bat contre l'idée qu'aujourd'hui, l'état de droit crée des zones de non-droit dans notre pays parce que justement, il est trop laxiste sur un certain nombre de sujets, sur la question migratoire, ça a été rappelé, sur la question judiciaire également, parce que les peines prononcées ne sont pas toutes exécutées. Et donc, quand on a un État qui est aujourd'hui défaillant sur ces sujets-là, effectivement, la majorité silencieuse qui paye des impôts, qui contribue davantage au service public, se révolte, entre guillemets, une révolte froide, une colère froide contre l'État. Et à côté de cela, il y a toujours les mêmes, une minorité agissante qui est véritablement en situation de tyrannie de la minorité. On le voit à l'école, on le voit dans les universités également, on le voit aussi d'un point de vue des politiques publiques, sur l'ensemble des politiques publiques. Ils prennent en otage un certain nombre de sujets pour justement dire ce qui est bon de dire et ce qui n'est pas bon de dire. Et donc effectivement, vous vous retrouvez avec des gens qui, pardonnez-moi, sont relativement tous stupides, qui vont vous expliquer qu'il y a les bonnes victimes, les mauvaises victimes. Et par exemple, vous arrivez à des discours qui sont complètement incohérents, notamment le week-end dernier, avec des féministes qui expliquent à d'autres féministes dites de droite, donc le groupe notamment Némésis, qui explique que effectivement, c'est être raciste de considérer qu'un violeur étranger ne peut pas être expulsé. Oui, voilà. Donc vous arrivez à des choses qui sont complètement absurdes. Et donc c'est pour cela que je pense qu'il y a une France majoritaire, silencieuse, qui commence à se révolter, et une France minoritaire, ultra minoritaire, que l'on voit partout, et qui est complètement dans l'absurdité, monsieur. Et qu'on a vu. Il y a deux choses à distinguer sur ce sujet. C'est d'une part, est-ce que Marine Le Pen va déposer une motion de censure, et d'autre part, est-ce qu'elle va voter celle de la gauche? Parce que ça emporte des conséquences qui sont politiquement différentes, puisque si elle dépose une motion de censure, de toute façon, la gauche ne votera pas la sienne. Mais en tout cas, ça pourrait être un bon signal envoyé notamment à ses électeurs qui, quand même, ont été battus d'une certaine façon par le Front républicain, auquel Michel Barnier est de fait redevable, puisque c'est en partie grâce à cela qu'il y a des députés du socle, autant de députés de ce qu'on appelle le socle commun qui sont aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et donc, effectivement, Marine Le Pen étant tenue d'une certaine façon par ses électeurs qui s'opposent à cela, pourrait effectivement envoyer un message politique fort en disant, de toute façon, moi, en tant que président du Rassemblement national, je propose une motion de censure. Ensuite, le deuxième point, c'est est-ce que le gouvernement va chuter de cette façon-là? Ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait. Et donc, effectivement, il faudrait voir si elle vote celle de la gauche. Pour l'instant, il faut savoir quand même que si Marine Le Pen vote celle de la gauche, alors effectivement, le gouvernement tombera. Mais pour qu'elle vote celle de la gauche, il faut aussi quand même que la motion de censure soit d'une part présentée dans des termes acceptables par la gauche, ce qui n'est pas sûr du tout. Parce que quand on regarde la dernière interview de Marine Tondelier ou de Lucie Castet, ils restent encore sur leur logique qu'ils sont premiers et qui doivent gouverner le pays. Et donc, ils proposeront une motion de censure sur leur programme, rien que leur programme, qui est un programme qui est en minorité chez les Français. Et donc, est-ce que Marine Le Pen peut voter une motion de censure sur la base d'un projet NFP? C'est la question qui va se poser. Aujourd'hui, effectivement, à l'Assemblée nationale, ils votent
une grande partie des mesures ont été votées entre la gauche et le Rassemblement national. Est-ce que pour autant, ça veut dire que Marine Le Pen votera la motion de censure de la gauche? Je ne pense pas. Marine. L'éducation nationale et voilà, c'est un combat qu'il ne veut pas lâcher. Il ne veut pas que les parents se retrouvent à la rentrée 2025 avec un programme finalement woke, avec cette fameuse théorie du genre. Oui, le ministre incarne justement, ce nouveau ministre incarne la rupture avec ce qu'on pourrait appeler le pas de conflit, pas de vague. C'est-à-dire que pendant des années à l'éducation nationale, sur un certain nombre de sujets, effectivement sur les atteintes à la laïcité, mais également sur les sujets de société, on a appliqué la doctrine du pas de conflit, pas de vague. C'est-à-dire que l'administration de l'éducation nationale, en règle générale, effectivement, s'affaisse devant les revendications militantes de certains, les revendications identitaires de l'autre, voire le communautarisme. Et là, on a effectivement un ministre qui arrive en fonction, qui est un ministre qui justement qui veut en tout cas réinstaurer une certaine verticalité. Et moi, ce qui m'a beaucoup marqué, et je terminerai dessus, mais ce qui m'a beaucoup marqué dans votre interview, c'est qu'il explique justement que l'école, et c'est normal et c'est naturel, ça doit être le lieu de la transmission des savoirs fondamentaux. Et comment se fait-il aujourd'hui qu'alors qu'on a, selon les dernières enquêtes de l'éducation nationale elle-même, en septembre 2024, plus de la moitié des élèves de 4e qui ne savent pas lire convenablement, comment on peut aujourd'hui se plaindre de cela et vouloir réintroduire, je parle évidemment des associations militantes, réintroduire de nouveaux programmes comme les programmes effectivement affectifs, d'éducation à la vie sexuelle, etc. Et en mettre plein la tête aux élèves, alors même que justement l'école doit être un sanctuaire réservé à la transmission des savoirs pour pouvoir justement faire ce qu'on appelle l'émancipation par le mérite, par le travail et par la République. Il est 18. Tu as raison Olivier, chaque année c'est toujours la même chose en fait. Dès qu'on arrive à Noël, c'est toujours la même chose, on se retrouve avec les mêmes débats. Alors là effectivement c'est l'éducation nationale qui va pousser. D'un autre côté, parfois, ça a été pendant longtemps aussi les maires écologistes. C'est parti pour la laïcité à géométrie variable. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des gens qui veulent déconstruire, comme vous l'avez tout à fait dit tout à l'heure, déconstruire le modèle de la civilisation occidentale, le modèle français, incarné effectivement à travers et magnifié par la laïcité, qui est une valeur principale, cardinale de notre République, évidemment, à l'école, mais également partout. Et vous avez donc des gens qui ont cette idée de la laïcité à géométrie variable, qui vont vous expliquer de manière très tranquille que les crèches, les célébrations religieuses entre guillemets, dans les crèches, c'est un problème. Ils vont vous expliquer que les sapins de Noël devant une municipalité, c'est un problème. Ils vont vous expliquer qu'effectivement les calendriers de l'Avent, c'est un problème. Mais par contre, ces mêmes gens-là, ne s'étonneront jamais de, par exemple, la question de la baya à l'école. Pour eux, c'est pas une problématique de laïcité. Regardez cette affiche de la